Contact. Il vient d'où? Il a fait contact avec nous. Pour la deuxième partie, on a adoré la première, on n'est pas été déçus par la seconde. Parce qu'ils sont trois, c'est un spectacle qui dure une quarantaine de minutes, enfin une lecture, etc. Ils se sont mis à trois pour représenter Orphée, en quelque sorte, puisqu'il y aura la danse, des jongleries, de la musique et de la poésie. D'ici là, histoire de compléter ces nourritures poétiques avec des vraies nourritures, je remercie au passage tous ceux d'entre vous qui ont apporté des choses. Eh bien, oui, la soirée, après l'heure du goûter, va se terminer par une prestation à trois. À l'initiative de cette prestation à trois, Dominique Cagnard, poète, surprenant toujours en public, très bon poète, assez discret mais très présent en même temps, et qui pour ce faire donc s'est adjoint les services, je dirais, de deux personnes très très différentes. François Chat, jeune, oui jeune encore on peut dire, que je connais depuis quelques années, avec qui j'ai pas mal travaillé, et qui est danseur jongleur. C'est assez étrange. C'est quelqu'un qui était formé par Bob Wilson, enfin bon, je le présente au cours de la soirée, et c'est quelqu'un de tout à fait, c'est un poème visuel. Voilà, François Chat, c'est un poème qui se promène dans l'espace. Je peux pas dire mieux, et c'est vraiment... Et alors, accompagnant ces deux personnages, un autre personnage, Marc Perron, qui a l'habitude de travailler avec beaucoup de poètes, etc., et qui va, avec son accordéon diatonique, donner une résonance sonore, une résonance, une profondeur de chant, je dirais, de chant, C-H-A-N-T, à la lecture de Dominique Cagnard, Zigane, je veux être ton papillon. Zigane, je veux être ton papillon, c'est le titre du poème, et donc aux évolutions de François Chat. Ça va être une grande interprétation à trois, une improvisation à trois, je dirais plutôt, et ça, je suis moi-même très curieux, très impatient de le voir.
tes mots soient ouverts, qu'ils viennent de toi. Mets ta tête à l'envers et ton cœur à l'endroit. Que tes mots soient ouverts, qu'ils viennent de toi. Mets ta tête à l'envers et ton cœur à l'endroit. Un poème s'est échappé de mon vélo cette nuit. Je dors ce matin, allongé sur ma page blanche. Mots perdus, enfouis sous les rêves. Je me laisse appeler par les mots, comme regarderait une carte de géographie, et ils m'emportent loin sous leurs plumes. Le bonheur, c'est l'enfance. Une petite fille joue à la corde avec ses rêves. Chaque nuit, elle escalade le visage du vent. Elle cultive des pensées pour ses papillons. Immobile, elle danse dans le jardin. Et quand elle dort, elle garde toujours un œil ouvert pour entendre les feuilles tomber.
Enfant, je volais parfois un rayon de soleil que j'emportais dans ma chambre. Mais il prenait toute la place. Je suis resté longtemps sans dormir, de peur qu'il s'en aille. J'ai vécu longtemps dans une tour sans fenêtre, en serrant le petit rayon contre moi. Il a disparu contre mon oreiller. Et ce matin, j'ai aperçu l'ombre d'une feuille d'oiseau sous mes draps. Un jour, je me rendis compte que je vivais loin de mes paupières et pris soin d'habiter le désordre de ma chambre. La lumière se souvient, qui s'en va ailleurs comme un bois d'arc-en-ciel. L'écho est la source du poème.
J'ai perdu mon ticket d'écolier et chuté sur la pierre bleue de mon enfance. J'ai tout le temps de mes paresses indociles. Je ne me laisserai plus empailler par le temps. Les villes lointaines marchent devant moi. Je flâne. Un accordéon. Une dernière feuille. Comme un appel aux fouilles et au mystère de l'errance. Au fond des rues, le temps suspendra ses lampes de mémoire. Et nous nous arrêterons ici et là, un peu perdus, étonnés d'être vivants, quand passent les feuilles mortes sous nos têtes en partance. Nous avons oublié les arbres qui marchent d'un autre pas que celui des hommes, les arbres en liesse qui se frayent un chemin dans les ronces du sommeil, comme un appel à la création du monde.
Les maisons sont des paquebots qui s'ignorent. Lentement, elles glissent dans les sables de l'aurore. Il suffit que je touche le ciel pour que je parte en voyage. Qui n'a pas de fil pour regarder les nuages ne connaîtra jamais le bonheur. J'ai mis le feu au silence. Personne. Il n'y a jamais eu personne. Ne m'appelez plus. Je suis parti pour toujours. Le bonheur, c'est l'enfance. Une petite fille joue à la corde avec ses rêves. Chaque nuit, elle escalade le visage du vent. Elle cultive des pensées pour ses papillons. Immobile, elle danse dans le jardin. Et quand elle dort, elle garde toujours un œil ouvert pour entendre les feuilles tomber. Quand j'écris, le lointain signe pour moi son plus beau poème et ma couche de ses traces.
Dehors, le ciel a froid. Il est parti trop loin. Il voulait s'étendre, étreindre l'infini. Je m'en fugue, vêtu de blanc. Funambule, emmène-moi dans ta souricière. Enfant, j'ai dû perdre mes moustaches. Mais j'ai roté longtemps avant d'écrire. Viendras-tu cette nuit sur le fil mûrissant? Que tes mots soient ouverts, qu'ils viennent de toi. Mets ta tête à l'envers et ton cœur à l'endroit. En nous, la chevauchée des feuilles de l'automne, la solitude des traînes de l'hiver. En nous, les âmes disparues, la grande veille. En nous, la frondaison des cœurs à marée haute. En nous, la danse des mots enfouis, la naissance du départ.
en vol. Rature close, comme envolée, tachée de rose, presque oubliée, sans rien qui pose, à peine né, ni bleu, ni rose, désarçonné. Les papillons dansent immobiles, lointains chiffons, nus et fragiles, offrant leurs ailes aux impatients, loin dans le ciel et aux absents. La nuit, mon chien assis contemple les murs qui se dérobent. Mûrir, enfant, un point, c'est tout. Cri d'enfant, le poème et son murmure, une feuille oubliée entre deux mouvements de tambour. Tout a commencé à l'aube du non-dit, et le silence a eu peur. Un piano dans le ciel, et le vent qui touche nos épaules.
l'aile d'un ange perdu qui cherche son chemin. Je suis parti un soir d'hiver en écoutant les trains voler. Je suis parti un soir d'hiver en regardant les oiseaux voler. Je serai ton charbon, tu seras ma lumière. Nous construirons une grange dans ton camion à voile. Porté par la pluie, la route se dressera devant nous comme une toile, inoubliable éternité. Aimez-vous dans la noirceur de l'automne, mystérieux et lointain, une feuille sur les lèvres. Aimez-vous, patient et profond, une charrue de centaure dans les cheveux. Et dansez maintenant! À l'âge de 5 ans, on lui donna son certificat de fugue primaire. À 10 ans, il connaissait tous les noms des arbres, des oiseaux et des champignons. Il devint clown, funambule, acrobate des monts et chaussées, embaumeur de bicyclette. Et il grandit en marchant. À 100 ans, il acquit sa maîtrise de somnambule. Un orgue portatif. Il joua une fugue le jour de sa disparition. Et à midi, le soleil l'emporta dans son tonneau.
La flûte au bec, sur les routes enneigées, je gagne ma vie en marchant. La flûte au bec, sur les routes enneigées, je gagne ma vie en marchant. Je gagne ma vie en marchant. Dehors, les feuilles ne se laisseront pas enfermer. Les voyages avortés tournent toujours sur eux-mêmes. Sans billet, je suis parti, en viature. Et pourquoi réapparaître? Et pourquoi réapparaître? Belle inconnue, pas raison d'exister. Ma raison d'exister. Belle inconnue, ma raison d'exister. J'ai vécu sans chien, par tous les temps. Le vent m'appelle. J'ai soif d'inconnu. Les vivants oubliés ont quitté ma chambre. J'ai la voix qui mue quand le jour se dérobe. Paresse, chemin des apparitions, à la traîne les vers. Ouh, cigane, je veux être ton pavillon. Vous aurez compris que tous ces textes sont tirés de ce livre qui vient de sortir, tout chaud, lui aussi, comme nous. Zigane, je veux être ton papillon, aux éditions Corpus, et je crois que tu en as quelques exemplaires, l'éditeur qui est dans la salle en a apporté. Donc je crois qu'il est sorti il y a quelques jours, hein, c'est ça? Il est sorti. Voilà. Et donc on se demande d'ailleurs, voilà, on se demande d'ailleurs comment ils ont Jean fait. Foucault est là, l'éditeur, dans la salle. Je sais pas où il est. Voilà. On se demande d'ailleurs comment ils ont fait pour. Il est là, Jean. Mettez les lunettes.
il est là. Pour régler un tel spectacle au millimètre près, comme vous avez pu comprendre, c'est vraiment une prouesse. Parce que rien n'est improvisé, bien entendu. Tout est tout à fait calculé. Je le savais déjà. Je n'ai pas été surpris et pas déçu. Commence par dire son nom déjà, à mon avis. Dominique Cagnard, vous n'avez pas le programme? Dominique Cagnard. Et qui? Attendez, alors, s'il vous plaît. Alors, Marc j'ai lu que tu avais, comment dire, tu t'étais lancé dans l'accordéon diatonique en écoutant Vesoul de Brel, accompagné par Martial Azzola. C'est bien ça? Tu jouais de la guitare avant? Ouais, c'est une longue histoire. Oh là. En fait, comme tout le monde, dans les années 60, j'adorais la guitare, et je détestais l'accordéon. C'était l'instrument préféré de mes parents. Et j'aimais énormément la guitare, les chansons de Brassens, le blues, le rock'n'roll et tout ça. Puis un jour, j'ai entendu Vesoul, j'aimais beaucoup Brel, et derrière il y avait un truc miraculeux, un accordéon qui se baladait, comme ça, vous connaissez, et c'était Marcel, que j'ai rencontré quelques années après. Et déjà ça m'a donné envie un petit peu d'aller voir du coup l'accordéon. Et en fait, j'ai rencontré des musiciens cajuns de Louisiane dans cette frontière populaire qui avait eu tous les ans à la Courneuve, la fête de l'humidité. Et c'est cette fête de l'humain. Et la fête de l'humain, cette année-là, il y avait des cajuns de Louisiane, dont un qui jouait un petit accordéon et ça m'a été drôle. Et le lendemain, j'ai cherché un accordéon. Tout le monde l'avait. Voilà. Je m'y suis mis. Puis bah voilà, ça fait 40 ans. Mais c'est pas étonnant que tu travailles avec des poètes aussi depuis, tu as travaillé beaucoup avec des poètes, parce que avoir entendu avec Brel, ça donnait déjà quand même une petite... Ouais, j'ai toujours été un peu versé sur la poésie, c'est vrai. Quand j'étais ado au 4000, vous connaissez le 4000? La Courneuve. Et il y avait une librairie, et c'est vrai qu'à cette époque-là, j'ai acheté tous les petits bouquins en collection Percé. Les poètes d'aujourd'hui. À l'époque d'aujourd'hui. Et je lisais, je potassais un peu. Voilà, et puis récemment, j'ai rencontré Dominique Cagnard. Et comme la parmi nous. C'est vrai que j'aime beaucoup les mots, et la poésie, et tout ce qui s'écrit, tout ce qui se dit. Mais la poésie, c'est aussi la poésie du corps, hein, parce que dans les phrases, parce que quand même François Chat, bon, t'as pas une si longue histoire, mais t'as déjà une sacrée histoire derrière toi, puisque quand même t'as été découvert et t'as travaillé longuement avec Bob Wilson, ce qui est quand même pas rien. Tu fais tout jeune, mais t'es pas si jeune que ça. Et puis depuis, tu fais des créations. Alors, c'est toujours très difficile de te présenter dans un programme parce que on met danse, jonglage, poésie, on pourrait mettre jeu, enfin c'est... Moi je dis artiste indisciplinaire. C'est pour ça que des fois je suis indiscipliné aussi. Comme ça, des cadres. En tout cas, c'est pas la première fois qu'on te reçoit, que tu... Ah, d'ailleurs ici aussi, et c'est toujours un ravissement. Voilà, c'est toujours véritablement... Bon, Dominique, vous pourrez le voir, il passe pas inaperçu, donc plutôt il se présente, etc. C'est un très beau poète, je le considère comme un très beau poète. Difficile des fois à gérer, mais en fait, on arrive à faire des choses quand même assez grandioses. Voilà. Alors un grand merci à eux trois, bien entendu. J'en profite aussi pour remercier. Alors tout de même, la liste des remerciements, d'abord, dans l'ordre, l'apparition sur scène, comme on dit, déjà grâce, bon, merci au service culturel de la Sorbonne qui nous a permis de rentrer en contact avec les étudiants. Donc on avait Thomas Fraisse et Marie-Aurore Ahmad,
souvenez, Ethel Adnan, Samira Negrouche, Nicole Brossard et Katerina Fotinaki, bien sûr Angélique Canatos, qui n'était pas prévue, vous avez l'immense plaisir de faire ce cadeau, de sa présence et de sa voix. Denise Dezotel, Blandine Sell, Dominique Cagnard, François Char, Marc Perron, merci Antonio et Ivan qui ont réussi ici cette pièce en technique de faire que ça fonctionne. Voilà. Merci à François Grosjean et au Grand Parquet qui nous met à disposition pour une somme tout à fait modique ce lieu qui est assez magique, lequel on fait, et qui doit déménager mais qui devra rester dans le 18e, juste de l'autre côté des voies ferrées. Aux dernières nouvelles, du côté des Jardins des Loges. Voilà, souhaitons qu'ils restent dans le 18e, qu'on puisse continuer à travailler avec eux. Merci à Patricia Nichols, mon assistante, et en même temps qui est, voilà, qui est toujours là, toujours présente. Ella et Zoé qui, derrière, ont fait que vous ne soyez pas perdus en arrivant. Dominique et Bernadette Delpirou ici, avec qui j'organise des lectures régulièrement et qui nous ont donné un petit coup de main aussi sur cette soirée. Et on se retrouve tous les mois aussi, vous avez un petit peu les informations là-bas. Merci à l'équipe du Printemps des Poètes. Je dis ça parce que vraiment, je veux dire, c'est une occasion, vous voyez, comme ce soir, de donner à entendre, donner à voir, donner à sentir le grand éventail de ce qu'est la poésie en France. Pas seulement en France d'ailleurs. La poésie est très très variée, comme vous avez pu l'entendre et le constater, j'espère, dans cet après-midi. Et c'est vrai que ces 15 jours de poésie, d'ailleurs ils organisent des choses bien tout le long de l'année, mais permettent véritablement d'un seul coup, comme ça, de façon ramassée, à donner cet éventail. Et je pense que donner de la voix, permettre à ces voix de s'entendre par les temps qui courent, c'est extrêmement important. Je crois savoir que le Printemps des Poètes a aussi des difficultés. On ne sait pas s'il y aura un Printemps des Poètes l'an prochain. Et même s'il y a des Printemps des Poètes, on n'est pas sur nous de le faire, parce que c'est extrêmement difficile. Espérons qu'il y aura quelques changements de climat. Il commence à faire beau d'ailleurs. Mais les poètes rêvent dans leur poésie, mais on s'il est perdu sur Terre, on ne répond pas trop toujours. Il faut être vigilant. Voilà. Merci à tous d'entre vous qui ont apporté des choses. Alors, à manger, je crois qu'il n'y a plus rien à manger. Je suis arrivé là-bas, j'ai plus rien eu. Mais je crois qu'il y a encore du vin rouge et du vin blanc. Alors bon, pour les enfants, c'est un petit peu difficile. Si vous voulez être tenu au courant de nos activités, de nos prochaines rencontres, il y a un cahier, donc mettez bien vos coordonnées, bien clairement vos courriels, si c'est possible, parce que si on ne va pas en un coin et un tirage machin, on vous perd. Et puis, au passage, il y a une petite corbeille, ma foi, ça nous aidera à payer la salle, à payer les choses, etc. Ça nous donne un petit coup de main, parce que voilà, on ne va pas pleurer parce qu'on est très épanouis. De vous recevoir et de recevoir les poètes. Merci à vous. Je suis écrivain de poésie et de prose. J'ai publié mes premiers livres en 1971, il y a quelque temps, par la grâce de Louis Aragon, qui a eu la gentillesse et le courage de me publier à cette époque-là. Et puis ensuite, j'ai travaillé au sein d'un groupe qui s'appelait Organon,
créé et dirigé par Patrick Morelli. Et puis on faisait des animations sur les villages de vacances, en milieu d'entreprise, etc. Et puis avec le temps, je me suis heurté à une espèce de contradiction entre le travail effectivement en direction d'un public large, dans le cadre du théâtre qu'on faisait, de l'intervention, et puis le petit cénacle dans lequel tournait la poésie, le monde de la poésie. Et donc j'ai eu envie d'essayer de combler un peu ce fossé entre un non-public et le monde de la poésie. Et pour ce faire, j'ai donc créé en 1982 une association qui s'appelle Les Parvis Poétiques avec Daniel Fournier, et de manière à créer mon premier festival de poésie qui s'est tenu à Martigues en juin 1983, dans lequel j'intégrais d'une part, outre quelques dizaines de poètes invités, de France et d'Italie à cette époque-là, et également des artistes venus de toutes disciplines. C'est-à-dire il y avait des peintres, bien sûr, des musiciens, des comédiens, des vidéastes, et il y avait même d'ailleurs un atelier de création poétique sur ordinateur, ce qui à l'époque était quand même assez novateur, que j'avais confié d'ailleurs à Jean-Pierre Balpe de l'Oulipo à l'Amo. Et on a même pour l'occasion travaillé avec Pierre Bourdieu à l'établissement d'un questionnaire sociologique en direction des poètes, voilà, qui a suscité d'ailleurs parfois des réactions assez étranges, brutales, en tout cas interloquées parfois de certains poètes, et c'était intéressant comme démarche. Donc l'idée était toujours à la fois, disons, de faire traverser la poésie par toutes les autres, plein d'autres disciplines, considérant que la poésie en retour traversait aussi ces disciplines. Et ça a été depuis notre philosophie, notre démarche, de toujours lier la poésie avec les autres arts, avec d'autres disciplines, de façon à ce que le monde de la poésie et des poètes ne soient pas seulement repliés sur lui-même, se regardant lui-même, s'écoutant lui-même, mais travailler sur l'écoute de l'extérieur, du monde de la poésie, de façon à effectivement créer plus de porosité entre tous ces milieux. Alors disons depuis 30 ans maintenant, cette année, on a fêté les 30 ans des Parvis Poétiques, on a toujours eu donc ce souci d'échange entre les arts, mais bien sûr aussi de développer des échanges avec le monde en général, avec un public plus large. Alors pour ce faire, il y a plusieurs possibilités. Déjà, sortir un petit peu les poètes des lieux traditionnels dans lesquels ils se présentent en général, c'est-à-dire des bibliothèques, des librairies, des cénacles, des rencontres, traditionnellement comme il en existe depuis très longtemps, depuis le 19e siècle je dirais, ou même avant. Dès le début des Martigues en 83, on avait effectivement les poètes dans la rue, etc. Et à cette époque c'était assez nouveau, disons, en France. Dans cette époque-là, bien sûr, ça s'est fait ailleurs, dans d'autres situations, dans d'autres circonstances. Je pense à l'époque des futuristes russes, également la poésie américaine. Voilà. Donc, mettre les gens, les poètes dans une autre relation, sur un autre lieu. D'où l'expression, d'ailleurs, la définition des parvis poétiques. Les parvis, par définition, c'est là où avaient lieu les mystères au Moyen-Âge. On sortait, les grands prêtres sortaient des cathédrales et participaient à la présentation des grands mystères du Moyen-Âge, etc. Et attiraient un public sur le parvis, c'est-à-dire à l'extérieur de la cathédrale. Voilà. Donc ce lieu comme ça intermédiaire entre la cité et le temple, je dirais. Voilà. Donc là c'est pareil. Essayer de créer des rencontres comme ça sur des lieux intermédiaires où les gens peuvent, où des voix rencontrent des oreilles. Alors d'une part, donc c'est vrai, le fait de faire participer d'autres arts permet effectivement d'élargir le public. Et puis il y a aussi une autre façon, je dirais très très importante pour nous, que je résumerai dans une formule évidemment qui, comme toute formule, est un petit peu schématique. Mais tout ce qu'on organise, disons, ce serait, c'est avec dans l'esprit l'idée que,
présenter un contenu élitaire, mais dans une forme populaire. Voilà. C'est-à-dire jamais, je considère qu'il n'y a pas de, comme il n'y a pas de sous-culture pour des sous-cultivés, il n'y a pas de sous-poésie ou de poésie dite facile pour des gens qui ne connaissent rien à la poésie. Bien au contraire. Moins les gens connaissent, plus il faut leur proposer le meilleur. Et ça, c'est très important. Cela dit, après, faut-il savoir comment le faire. C'est-à-dire qu'évidemment, proposer une lecture pendant 1 heure ou 2, sans interruption, monocorde, etc., devant un public qui n'y connaît rien, c'est quand même risqué d'aller dans le mur. Donc l'idée, c'est d'arriver à créer un rythme, à partir du moment où il y a un public, il y a quelqu'un en face, il y a quand même du spectacle. Ça ne veut pas dire que toute lecture doit être spectaculaire. Mais même lorsque Bernard Noël, qui lit d'une façon assez monocorde, mais très très intense, je veux dire, c'est aussi du spectacle quelque part. Donc, je dirais, ce rapport-là, il faut toujours essayer de l'entretenir. Hein. C'est-à-dire que c'est pas l'accession au texte passe par cette modalité-là, concrète, d'un lieu, d'un moment, d'une durée. Et ça, il faut en tenir compte, essayer de travailler de façon à ce que les gens puissent rentrer dans cette perception et puissent rentrer par d'autres, pas seulement toujours la petite porte étroite, mais par plein d'autres portes, par d'autres fenêtres aussi. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Voilà. Alors ce qui fait qu'on peut faire, comme l'événement là auquel qu'on vient de réaliser hein, pour le Printemps des Poètes 2012, c'est-à-dire de pouvoir avoir 200 personnes pendant 4 heures pour écouter de la poésie, c'est quand même pas évident. Et comme beaucoup l'ont remarqué, enfin notamment les gens qui sont habitués des rencontres poétiques, ils sont toujours un peu surpris, parce que disons que pour le public se compose à peu près pour moitié de gens qui connaissent la poésie, qui sont des amateurs, qui viennent écouter des poètes qu'ils connaissent ou qui viennent découvrir, parce que voilà, ça les intéresse en soi. Et puis de gens qui ne sont pas du tout des amateurs traditionnels de poésie, qui ne vont quasiment jamais dans des rencontres de poésie, dans des lectures de poésie, mais qui viennent au Parvis poétique, parce qu'ils savent que là, comment dire, je veux dire, ils ne vont pas s'ennuyer. Ça c'est important, mais pourquoi ils ne vont pas s'ennuyer? Parce que déjà, ils n'ont pas l'impression de rentrer là aussi dans une église dont ils ne connaissent pas, ou dans un office dans lequel ils ne connaissent pas les règles, les rites. Vous voyez, donc ils rentrent, ils ne se sentent pas exclus. Alors il y a un ton, il y a une façon de présenter, il y a une façon de présenter les lieux, de les organiser. Très souvent, il n'y a pas ce rapport frontal entre les poètes et les spectacles, les parties spectaculaires et le public. Il y a une sorte de passage de public aux poètes, soit par des tables dispersées, par des choses comme ça. Donc ça dépend évidemment des lieux, on invente ça en fonction des lieux eux-mêmes. Et donc le public se sent intégré à ce qui va se passer. C'est son histoire qu'il va vivre pendant 1 heure ou 2. Il est dans cette histoire. Il ne vient pas assister à quelque chose comme ça en étranger. Et ça, c'est très très important, parce que je dirais que c'est le fondement même de la poésie. Parce que la poésie s'adresse véritablement, je dirais, dans une intimité à chacun de nous, ce qui est d'ailleurs paradoxal des fois de la présenter en public, mais je veux faire en sorte qu'effectivement chacun ait l'impression que le poète s'adresse à lui, personnellement, comme un livre s'adresse au lecteur personnellement. Voilà. Et recréer ça dans un milieu, dans un spectacle, dans une rencontre, me semble vraiment la solution pour essayer de combler cette non-écoute entre le public en général, plus élargie. Il y a une notion qui est importante aussi au Parvis poétique, c'est la notion de frontière, de toutes les frontières. Frontières linguistiques, en poésie, c'est évident, donc frontières culturelles, donc frontières géographiques, mais aussi frontières culturelles dans un pays entre les différents niveaux culturels, socio-culturels de la population, frontières de génération, frontières entre les différents genres poétiques, entre les différentes écoles poétiques, frontières entre la poésie, le monde de la poésie et les autres arts. Et moi j'aime bien l'idée de la frontière. J'aime bien l'idée de la frontière parce que j'adore passer les frontières. Pas pour les abolir, mais pour les passer. Je veux dire que c'est très important qu'on puisse passer les frontières.
peut y avoir une extension d'ailleurs dans d'autres domaines, mais restons dans le domaine culturel et artistique et poétique. Et donc au Parvis Poétique, on a toujours fait en sorte de, à la fois montrer qu'effectivement il y avait des frontières, de ne pas les ignorer en tout cas, en prendre acte, et en même temps permettre de les passer dans tous les sens. Bon, géographiquement par exemple, bon, j'ai réalisé par exemple, nous on a réalisé au Parvis Poétique un grand projet, c'était en 91 à Berlin, dans 4 quartiers de Berlin, on a installé ce qu'on appelait des boîtes aux lettres sonores. Pas des boîtes aux lettres sonores, oui c'était des boîtes aux lettres sonores, mais ça s'appelait des espaces verbes. C'était en fait des boîtes aux lettres de la poste, qui sont comme ça, affichées dans le sol, et là au lieu d'envoyer un message, comme on fait dans une boîte aux lettres, c'est la boîte aux lettres qui vous envoie un message, c'est-à-dire qu'en passant devant, il y a un petit radar qui déclenchait le passage de quelqu'un devant, ça déclenchait du son, et on entendait à travers cette boîte aux lettres un poème, qui avait affaire avec Berlin, ou avec le quartier dans lequel... Donc on a travaillé dans 4 quartiers qui étaient anciennement Est et Ouest, c'était après la chute du mur. Et bien sûr les poèmes étaient en allemand, puisque c'était pour les passants berlinois. Et voilà, donc une façon de passer les frontières, je dirais à la fois bien sûr linguistique, etc., mais aussi de passer les frontières entre la poésie et la vie quotidienne. Hein, d'intégrer la poésie dans la vie quotidienne, en faisant toujours attention de faire en sorte que ce ne soit pas agressif non plus. C'est-à-dire que ça déclenchait du son, on entendait les poèmes, mais il fallait s'approcher, tendre l'oreille pour bien entendre les choses. C'est-à-dire qu'on peut très bien passer à 10 mètres et ne plus l'entendre. Pour les gens par exemple qui passaient tous les jours, puisque c'était installé pendant plusieurs mois. Hein, voilà, donc pour pas non plus agresser les gens, parce qu'on est très agressé dans les villes par les sons, par des bruits, par plein de choses. Voilà, donc toujours une intervention douce, comme ça une présence douce, mais très présente, très forte, très intense, et très personnelle toujours. Voilà. Alors bon, je ne vais pas énumérer tous les, parce qu'on a fait beaucoup de choses comme ça. On a une exposition qui s'appelle Tonalité des écrivains au bout du fil, qui permet d'écouter des centaines d'écrivains, mais à chaque fois un par téléphone, à travers des téléphones qui sont décrochés, et on entend effectivement un écrivain qui dit voilà, je m'appelle un tel, je vais vous lire un extrait de tel ouvrage, de tel poème, de tel... Donc c'est quelque chose qui tourne depuis 23 ans, et dans le monde entier, et en France, etc., et dans toutes les langues, et voilà, avec des écrivains de toutes sortes, très connus, il y a des prix Nobel, etc., mais il y a aussi des poètes beaucoup moins connus d'un peu tous les pays. Voilà. Là aussi, encore une façon de passer les frontières, à la fois linguistiques, géographiques, culturelles, etc. Et c'est vrai que décrocher un téléphone, par exemple, dans une bibliothèque de banlieue, pour écouter un poète, on tombe par hasard sur un poète, Kateb Yassine, par exemple, bah, pour un jeune banlieue d'origine, par exemple, maghrébine, c'est assez étonnant. Vous pouvez mettre 10 livres ou 100 livres de Kateb Yassine, il n'ouvrira pas, il n'osera pas. Par contre, décrocher un téléphone, il osera. Et d'un seul coup, il se trouve en contact avec de la poésie. Et ça lui parle. Voilà, là aussi, passage de frontières, je dirais, subreptice, surprenante et, j'espère, productrice. Puis les rapports Marc Delouze, les Parvis Poétiques, bon, moi je suis écrivain, je suis poète, et c'est à ce titre que j'ai créé les Parvis Poétiques. Et qui d'ailleurs s'appelle, l'intitulé officiel, c'est les Parvis Poétiques Marc Delouze. Pourquoi? Pas pour assister, pas pour être présent absolument. Je veux dire, comme j'ai coutume de dire, j'ai mon ego de poète, ça me suffit, j'ai pas besoin d'avoir un ego d'organisateur en plus. Non, pourquoi? C'est pour affirmer, préciser, appuyer sur le fait que les Parvis Poétiques sont une création d'un poète. C'est pas une création d'un animateur, voilà, c'est-à-dire que je suis sur le versant de la création. Et c'est en tant que tel que j'ai créé les Parvis Poétiques pour rejoindre l'autre versant qui des fois justement ne se rencontre pas, on a du mal à passer le col entre les deux, le versant du public, du plus grand public. Voilà. Donc c'est effectivement, ça c'est très très important. Donc dire que c'est toujours les Parvis Poétiques, une création d'un poète. C'est très très important. Ensuite, donc les Parvis Poétiques, Marc Delouze organise dans le cadre du Printemps des Poètes. Les Printemps des Poètes, c'est une création qui, je crois, a 14 ans. C'est la 14e année cette année. Comme je l'ai dit au début, les Parvis Poétiques ont 30 ans. Donc on a été, je pense, relativement novateur. On a initié pas mal de démarches ouvrant vers un plus grand public.
Et il y a 14 ans, un autre poète, Jean-Pierre Siméon, je crois, en relation d'ailleurs avec, si je me souviens bien, je ne veux pas dire de bêtises, je ne suis pas dans les secrets, mais il me semble que c'était quand même suite à une discussion avec Jack Lang, ils ont envie de créer effectivement ce printemps des poètes, qui reprenait d'ailleurs des tentatives qui ont eu lieu. Il y avait eu la fête de la poésie, la journée de la poésie, enfin des choses comme ça, déjà quelques années auparavant. Et donc de façon aussi un petit peu, je dirais, pour poursuivre cette démarche, d'aller vers un public, élargir vers un public plus grand et de générer comme ça des initiatives, de répondre à des désirs qui sont plus grands qu'on imagine d'ailleurs, de poésie dans la société, contrairement à ce qu'on pense, qui n'a rien à voir avec le nombre d'exemplaires vendus de recueils de poésie, mais il y a un besoin de poésie dans la société. Là on s'accorde tout à fait entre les parvis poétiques et le printemps des poètes là-dessus. Et donc, moi j'étais très très heureux effectivement quand ce printemps des poètes s'est créé, parce que ça a permis ça a redonné une synergie aussi entre tout un tas comme on dit aujourd'hui, tout un tas d'énergies plus ou moins présentes, plus ou moins latentes. Bon, nous, ça faisait longtemps qu'on faisait ça, mais ça, du coup, plein d'autres ont eu envie d'aller aussi dans ce sens. Ça leur a donné les moyens, puisque derrière, il y a eu quand même un soutien économique relativement par le biais du Centre national du livre, qui attribue effectivement des aides, des subventions pour cet événement particulier. Donc ça permet effectivement, ça donne un petit plus, ça permet de faire des choses. Nous aussi au Parvis Poétique, d'ailleurs, ça nous a permis de développer des événements peut-être plus importants, et avec plus de liberté. Voilà, donc tout naturellement, les Parvis Poétiques ne peuvent que participer au printemps des poètes. C'est totalement complémentaire. Je crois que les printemps nous apportent beaucoup par la notoriété, parce qu'ils ont vraiment réussi quelque chose nationalement, et je dirais même internationalement, parce que même à l'étranger, dans un certain nombre de pays, les printemps des poètes existent. Bien sûr dans les pays francophones, en Belgique, je crois au Québec, en Suisse, etc. Mais même au-delà, je crois, des frontières, il y a des instituts français, des centres culturels français à l'étranger qui font des choses à l'occasion du printemps des poètes. En Algérie d'ailleurs, j'y vais prochainement faire des lectures dans ce cadre-là. Donc ça a vraiment créé quelque chose de fort. Et donc pour nous, c'est vraiment un grand plus, quoi. Et je pense aussi, comme l'a dit d'ailleurs très gentiment Jean-Pierre Siméon il n'y a pas longtemps, dans un mail, en disant que on apportait aussi, je crois, pas mal de choses aussi au printemps du poète, parce qu'on a notre expérience, parce qu'on touche un public large. Je crois qu'on est un des événements les plus importants, si ce n'est le plus important, à Paris, pendant le printemps des poètes, surtout cette année où l'ouverture, le lancement du printemps des poètes a eu lieu à Lyon, donc ça nous a dégagé un petit peu les choses de ce point de vue-là, et c'est bien que ça se passe en région aussi. Voilà, donc on marche, je dirais vraiment la main dans la main, et le verre dans le verre, en quelque sorte.